Relance, c'était un mot qui sonnait bien il y a 2 ans lorsque le monde menaçait de s'écrouler. C'était à qui annoncerait alors le plus grand plan de relance. 750 milliards de dollars pour les États-Unis, 587 pour la Chine, 260 milliards pour le Japon, et jusqu'à la très vertueuse Allemagne qui annonçait 2 plans successifs de 63 et 50 milliards de dollars. Alors la France, elle, elle annonçait un petit plan, un plan rikiki de 26 milliards de dollars seulement, de 26 milliards d'euros seulement. Alors combien a-t-on réellement injecté dans le plan de relance ? Où a été cet argent ? Autant de questions que nous allons poser à l'homme qui a été en charge depuis maintenant 2 ans de la mise en œuvre de ce plan de relance. Patrick Devedjian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocat de formation, mais vous êtes entré très tôt en politique puisque vous fûtes maire d'Antony dès 1983. Ensuite, 3 ans plus tard, vous êtes élu député, RPR, et vous êtes depuis constamment réélu. En 2002, vous intégrez le gouvernement au ministère des collectivités locales, des libertés, je crois, locales. Et la décentralisation. Et de la décentralisation. Et ensuite, vous passez à l'industrie pendant 2 ans, je crois. Et lorsque le gouvernement Villepin est nommé, vous revenez au Parlement, vous êtes réélu. Et en 2007, puisque vous êtes un sarkozyste de toujours, vous n'intégrez pas tout de suite le gouvernement, mais vous l'intégrez en octobre 2008 pour justement mettre en œuvre ce plan de relance. Et vous êtes ministre auprès du Premier ministre en charge du plan de relance. Alors première question donc, pourquoi la France, en octobre 2008, a-t-elle fait annoncer un montant aussi faible ? D'abord parce que c'était les disponibilités qu'elle avait immédiatement. Il faut bien considérer que la relance a été financée par l'emprunt. Donc nous avons commencé avec 26 milliards. Mais la France, peut-être, a eu à l'origine, et ensuite il s'est étoffé, un plan de relance d'une dimension relative. Mais elle a eu la caractéristique d'avoir un plan de relance qui s'investissait immédiatement. Alors que les autres, il y a eu un effet d'annonce. C'est 2010. Un peu, oui. Voilà, les autres ont fait un plan de relance dont le volume était apparemment beaucoup plus important, mais qui, dans l'effectivité, a été annoncé, pas réalisé pour certains, notamment pour les États-Unis, ou réalisé seulement en 2010. Nous l'avons fait dès 2010, c'est-à-dire que dès février 2009, j'ai procédé aux premiers investissements du plan de relance, ce qui est un cas unique. Et le résultat est quand même là, puisque je signale, la France est le seul pays à avoir eu une récession de moins 2,5 en 2009, c'est-à-dire la plus faible récession de tous les pays développés. Oui, alors sur le montant, 26 milliards au départ, 38 et des poussières 6, à l'arrivée. 38,6, 39 pratiquement à l'arrivée. Alors, ça se décompose comment ? Alors, oui, plus le plan de relance des collectivités locales, initié par l'État, et qui a eu pour effet d'augmenter les investissements des collectivités locales de 20 milliards. C'est-à-dire que... on arrive à 58, donc. 38 plus 20, ça fait 50. Alors, les collectivités locales ont investi sur l'année 2009, avec un peu de débordement d'ailleurs, 54 milliards et demi, mais la moyenne des années précédentes, c'était 34 milliards. C'était 34 milliards la moyenne des années précédentes. Donc le plan de relance, avec donc un préfinancement de l'État de 3,8 milliards, a permis à ce plan de relance d'avoir 20 milliards de plus. Un effet de levier, en quelque sorte. Voilà, investi par les collectivités territoriales. Alors sur les 38 milliards, comment se vend-il ? Alors, l'essentiel du plan de relance, et ce qui a été d'abord mis en œuvre, ça a été les chantiers de l'État. Le SIAC, qui a eu lieu à Lyon. Le SIAC le comité d'aménagement du territoire, qui a eu lieu, présidé par François Fillon à Lyon en février, au début février, a établi une liste de 1000 chantiers que j'avais préparés, qui ont été les premiers actes de la relance. Et au bout du compte, vous êtes arrivé à 1500. Et au bout du compte, nous sommes arrivés à 1500. Alors, ces chantiers, c'était des investissements comme lesquels, par exemple ? Alors, il y a un nombre considérable. Oui, non, mais quel type d'investissement ? Par exemple, je prends le tunnel du Fréjus,
Oui. La sécurisation du tunnel du Fréjus, c'était 50 millions. Je prends, par exemple, le bouchon ferroviaire de la gare Saint-Jean à Bordeaux, c'est-à-dire la capacité pour la gare de Bordeaux d'accueillir des TGV, puisqu'on va prolonger la ligne, mais sauf que la gare n'était pas en capacité de les accueillir. Donc ça, on a financé ça. Alors en fait, si je comprends bien, c'était des investissements qui étaient plus ou moins programmés, Oui. mais qui n'avaient pas leur financement. Et le plan de relance a permis d'accélérer le financement. Voilà. Dans le choix, il y avait plusieurs critères. Le premier critère, c'était que le chantier soit techniquement prêt à démarrer, puisqu'on est dans la relance. Et le premier impératif de la relance, c'est l'immédiateté de l'investissement et de l'action. Donc il fallait que le chantier soit prêt, que les études aient été faites, que le tour de table financier soit déjà bien dessiné, et ensuite nous avons recherché un effet de levier. Donc, par définition, j'ai essayé de mettre 10 à 20% du tour de table et pas davantage. C'est-à-dire que mon choix, c'était les dossiers bloqués. C'est-à-dire les dossiers très prêts à démarrer, sauf qu'on n'avait pas trouvé le moyen de boucler le tour de table financier. Alors là, j'arrivais telle l'ambulance et je mettais l'argent. Et à ce moment-là, 10% qui manquait pour boucler le tour de table. Et à ce moment-là, évidemment, il y avait un effet de levier. Donc, dans la relance, on compte les 10% de l'État, on ne compte pas l'effet de levier qui a existé, naturellement, qui était prêt à démarrer, mais qui n'était pas bouclé. Alors, vous avez eu une action aussi, je crois, sur les crédits de trésorerie pour les PME. Voilà. Alors, sur les PME, nous avons eu deux types d'actions financières. Premièrement, toute l'action d'Oseo, avec le médiateur du crédit qui a débouclé à peu près les 2/3 des dossiers qui lui ont été soumis par les PME. Et Oseo apportait un bout de financement ou une garantie pour débloquer les financements des banques qui étaient à ce moment-là bien frileuses. Ça, c'est le premier volet de l'action de soutien du PME. Deuxième volet, autour de tous les préfets, nous avons constitué une cellule financière qui d'ailleurs demeure après le plan de relance, qui comportait le directeur de la Banque de France, le trésorier payeur général, généralement le président de la Chambre de commerce, enfin un certain nombre d'acteurs financiers, pas très nombreux, et qui examinaient les sociétés du département en difficulté. Ça a été une de nos premières actions d'ailleurs en février. Et là, l'État apportait par différentes techniques financières un secours à des sociétés qui étaient parfois au bord du dépôt de bilan. Parce que en février 2009, il y a des entreprises, je les ai vues, pour lesquelles le carnet de commandes avait baissé de 70% du chiffre d'affaires par terre. Et donc, là, moi, j'ai vu, une des premières affaires que j'ai eues, c'était un équipementier automobile du centre, 1500 employés, au bord du dépôt de bilan. Plus de trésorerie, totalement asséchée. Bonne entreprise, performante, mais plus de trésorerie. Nous avons à ce moment-là débloqué le crédit impôt recherche qui devait être remboursé sur 3 ans par l'État. Nous l'avons remboursé immédiatement. Et c'était 50 millions. Et ça a sauvé l'entreprise. L'entreprise aujourd'hui marche très bien. Je suis allé la visiter après. Ils étaient vraiment très très reconnaissants à l'État de ce qui a été fait. Ce type d'action a été très efficace et très immédiat. Pour cette entreprise, par exemple, la décision et l'argent est arrivé en 8 jours. Oui. Ça, on le doit au fait que la France est un pays centralisé. Ça a du bon parfois. Parfois, c'est critiqué parce que c'est un peu lourd. Mais quand il y a le feu à la maison, comme c'est le cas pendant la crise, ça a été extrêmement efficace. Et les préfets, il faut le dire, ont joué dans cette affaire un rôle considérable qui leur a permis un peu de revaloriser une fonction dont ils sentaient qu'elle avait tendance à s'atténuer. Et ils ont pris ça très à cœur et ils ont été très très efficaces. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui a fait le succès du plan de relance français. J'ai discuté à l'époque avec les Allemands, mon homologue allemand était Zu Gutenberg, et il me disait mais comment vous faites pour injecter de l'argent? Nous avons aussi un plan de relance, mais j'arrive pas à dépenser l'argent parce que je dois passer par les lenders. Il faut qu'ils votent une décision, etc.
et l'année sera finie avant que la décision ne soit prise. Parce que nous sommes un pays très décentralisé et donc nous n'arrivons pas à prendre ces décisions aussi rapidement. Alors, crédit de trésorerie, investissement dans les infrastructures et l'automobile. Alors l'automobile, nous avons ça représentait combien? L'automobile, c'est venu de différentes sources et c'est assez complexe. La première chose qu'on a fait, ça a été le plan de 5 milliards qui, lui, était un plan pour débloquer la pénurie de crédit. C'est-à-dire que le crédit aux particuliers. De crédit aux particuliers. Les deux organismes de crédit des constructeurs français, pour Peugeot et Renault, ne trouvaient pas à se refinancer sur le marché puisqu'ils prêtent à un taux d'intérêt qui est assez faible aux particuliers qui achètent une voiture, puisque le prêt est fait pour inciter à l'achat de la voiture, mais ils ne trouvaient pas sur le marché le moyen le marché était bloqué, de financer ce crédit. Donc l'État leur a ouvert ce crédit, avec un petit taux d'intérêt d'ailleurs, auquel il n'y avait pas beaucoup de différentiel avec le prêt aux particuliers, et ça a permis de redémarrer les choses. Nous avons fait la prime à la casse aussi. Oui, ça représente combien la prime à la casse finalement? La prime à la casse, nous sommes à 1100 primes à la casse. 1 million 100, pardon. Oui. 1 million 100 000 primes à la casse, à 1 000 euros, mais avec une dégression. Donc nous sommes à un peu moins d'1 milliard aujourd'hui, enfin pratiquement 1 milliard. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pour l'automobile, c'est tout? Alors la prime à la casse a été très, très efficace. Oui, le problème c'est comment on en sort ensuite. On en sort mieux que les autres, là aussi. Et la prime à la casse française a profité à 68% des constructeurs français, parce qu'évidemment, elle est non discriminante. Constructeurs français, mais pas forcément les voitures construites en France. Pas forcément les voitures construites en France, mais s'agissant des voitures qui ne sont pas forcément construites en France, on aurait tort de considérer qu'elles sont totalement construites à l'étranger. Les calculs que j'ai faits montrent qu'une voiture française importée de l'étranger, fabriquée dans les pays de l'Est. En Roumanie, par exemple. En Roumanie, c'est 50%. 50% des composants du véhicule en valeur ont été fabriqués sur le territoire. Ils ont été exportés en Roumanie et réimportés en France. Oui, mais alors là, on peut en parler 2 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas une politique aussi des deux constructeurs, et surtout de Renault, de pousser les équipementiers justement à se délocaliser à leur tour? Si bien que c'est plus 50% à ce moment-là, mais ça sera à 10 ou 20% seulement qui seront... Les équipementiers aussi, par exemple prenez Faurecia, les équipementiers aussi fabriquent souvent la part la plus importante sur le territoire national. En gros, sur les véhicules automobiles, ce qui est fabriqué à l'étranger, c'est souvent la carrosserie, toute la tôlerie et qui est fabriquée à l'étranger. Mais le moteur, le cœur, qui d'ailleurs représente un faible volume physique à exporter, donc pas très coûteux à exporter, est très généralement fabriqué en France. Donc il est faux. Y compris pour Dacia? Comment? Oui, y compris pour Dacia, bien entendu, y compris pour Dacia. Et c'est 50% en Roumanie et c'est 80% quand c'est en Russie. Parce que la Russie n'a pas la ressource qui permet d'en faire davantage. Mais comment on peut expliquer alors qu'il y ait un tel effondrement de la balance commerciale automobile? Il y a pas... Enfin, d'abord, le phénomène est général. En Allemagne. Général, même en Allemagne. Et la prime à la casse, alors ça, vraiment, les Allemands ont institué une prime à la casse qui était beaucoup plus forte que la nôtre et elle a profité aux automobiles françaises. Ça, c'est... parce que, évidemment, une prime à la casse sur un petit véhicule a plus d'effet de levier que sur un gros. Donc, comme il y avait une grosse prime à la casse en Allemagne, l'effet de levier sur les petits véhicules, donc les véhicules français, c'est pour ça qu'ils ont arrêté très vite, parce que ça profitait aux Français. Et en ce qui concerne le logement, oui. Quelle a été la part consacrée au logement dans le plan de relance? La part était très importante, puisque nous avons le record de la mise en... ils n'ont pas tous été construits à ce moment-là, bien sûr, de la mise en chantier du logement social, puisque nous avons lancé 120 000 logements sociaux sur l'année 2009. Et alors,
par exemple, la première chose que nous avons fait... Mais ça n'a pas été financé sur le plan de relance, ça. Si, pour partie, par le plan de relance, bien entendu. 120 000 logements oui, sociaux. Pour partie, bien sûr, oui. Combien le plan de relance? Je prends un exemple. Oui. Je vous donne même une partie. Par exemple, sur la première mesure que nous avons prise, c'était l'acquisition de 30 000 VFA. Vente en l'état futur d'achèvement. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'entreprises du bâtiment, de promotion immobilière qui étaient pendues, qui ne pouvaient plus, dont les chantiers étaient interrompus. C'était du logement privé, hein, naturellement. Le chantier était interrompu. Nous avons acheté ces logements en cours de construction en laissant discutant un peu comme des chiffonniers, la marge avec les promoteurs, mais ils étaient coincés, et on leur laissait 1 à 2% de marge, on rachetait et on en faisait du logement social. Et alors, dans le logement social, il y a les financements, naturellement, d'État, de l'aide à la pierre. Donc ça, ce n'était pas des crédits plan de relance, c'était c'est ce que je voulais dire, oui. des crédits classiques. Mais le différentiel, au-delà, pour acheter par exemple du logement neuf en cours de chantier qui n'était pas entièrement financé par les crédits classiques, le plan de relance voulait faire la soudure. Donc nous avons ces 30 000 logements-là déjà qui ont permis de faire la soudure et d'éviter les friches. Et qui ont empêché les sinistres, c'est-à-dire des chantiers ininterrompus arrêtés, les entreprises en dépôt de bilan, les PME du bâtiment en dépôt de bilan, les promoteurs en dépôt de bilan. Nous avons évité ça. Évidemment, quand le train arrive à l'heure, ça ne fait pas d'article dans le journal. Mais là, le train est arrivé à l'heure, effectivement, alors qu'il y avait toutes les raisons d'avoir de graves sinistres sur les VFA. Ça a été un puissant instrument de relance. Puisqu'on parle du logement, un mot sur le logement. Est-ce que finalement, ce n'est pas un des grands échecs des gouvernements depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, d'avoir un tel déficit de logement, puisqu'on estime qu'en moyenne, il manque 1 million de logements, et privés, sociaux, etc., qu'on ne voit pas repartir le marché. Voilà. Donc les mises en chantier ne sont pas 350 000, on fait du 330 340 000 logements, il en faudrait 500 000 pour être à niveau et sans résorber le stock. Oui. Alors d'abord, premièrement, le drame vient de ce que nous avons un gros stock de retard. Oui, c'est ça, il y a 1 million il manque 1 million. Et que le rattrapage est assez difficile. Sans vouloir polémiquer, le trou s'est creusé sous la gestion socialiste. Bon, oui, quand je parlais d'une dizaine d'années... mais c'est un fait. Bon, parce que l'année 2009, encore une fois, était une année record, paradoxalement alors qu'on est en crise. Mais je crois que le problème du logement en France, problème très compliqué, il est lié à 2 phénomènes. Le premier, c'est la centralisation française qui fait qu'en région parisienne en particulier et dans les grandes métropoles, il y a plus d'emplois que dans le reste du pays, et que par conséquent, évidemment, ça attire une population en recherche d'emploi, et du coup, il y a une demande de logement qui est beaucoup plus forte. Mais vous avez malheureusement sur le territoire des villes moyennes ou de province où vous avez énormément de logements vides disponibles. Par exemple, vous interrogez Monsieur Apparu, le ministre du Logement, Monsieur Apparu, il vous expliquera que dans sa ville, à Chalon-sur-Marne, les logements sociaux et les logements libres ne trouvent pas preneur, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois, en réalité, évidemment. Exactement, oui. Et puis, donc, il y a un déséquilibre déjà qui est dû à l'organisation, je dirais, administrative et économique. Tout à l'heure, on disait que la centralisation avait parfois des avantages, elle a aussi parfois des inconvénients, et donc elle crée des déséquilibres. Une centralisation aurait permis de faire une politique d'aménagement du territoire. Non, alors ça s'appelle une planification extrêmement rigoureuse, à la soviétique. On a vu comment ça s'est terminé. Oui, mais en attendant, on ne loge pas. C'est un joli programme que de vouloir organiser non, mais c'est pas ça.
la coïncidence de la demande et de l'offre de logement sur l'ensemble du territoire national. Il va falloir qu'on embauche encore 1 million de fonctionnaires. Non, mais le résultat de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de logement, en tout cas à des prix corrects, là où il y a des gens, et il y a des logements vides, donc là où il n'y a pas d'emploi. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a un déséquilibre. Donc, il faut essayer de savoir pourquoi on a ces problèmes de logement. Donc, premièrement, il y a un déséquilibre, et donc il faut sans doute une politique plus volontariste de rééquilibrage économique sur le pays, et notamment une politique industrielle. La France s'est privée pendant très longtemps de toute politique industrielle. Et ça, c'est de la planification, ça, non? Non, la politique industrielle, c'est ce que pratique tout chef d'entreprise. Mais la politique industrielle, c'est ce que pratique tout chef d'entreprise. Je pense que je suis un adepte de l'industrial policy, comme on dit. Oui. Bon. Donc, la politique industrielle, ce n'est pas le Gosplan. La politique industrielle, c'est la réflexion stratégique de tout entrepreneur. Quelqu'un qui a une entreprise, il trace une perspective pour son entreprise, il sait ce qu'il va faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, en tout cas il y réfléchit, et comment il peut développer son produit. Eh bien, un État a pas moins de devoirs qu'un chef d'entreprise, malgré tout. Sur le logement, et donc, on ne l'a pas fait. Donc nous n'avons pas de politique industrielle, malheureusement. Le résultat, d'ailleurs, c'est qu'on ne fabrique plus une seule machine-outil en France. Il ne faut pas s'étonner que l'Allemagne ait évidemment un excédent à l'export alors que nous avons un déficit, parce que toutes les machines-outils sont fabriquées en Allemagne. Ce n'est pas la disparité des salaires qui justifie cette distinction. Donc c'est parce que nous n'avons pas de politique industrielle que nous avons cessé de fabriquer des machines-outils. Pourtant, la France est un pays d'inventeurs. Et dans l'entre-deux-guerres, il y avait vraiment... On a inventé l'automobile, l'avion, le cinéma, 1000 choses dans ce pays. C'est les autres qui les ont exploitées. Je pense que Laurent Fabius, président de Xerfi, boit du petit lait, parce que à Xerfi, on est industrialiste. Et on regrette un chef d'entreprise. Que la part de l'industrie dans le PIB... Il demande que l'État réfléchisse comme un chef d'entreprise de temps en temps. Pas toujours, mais au moins de temps en temps. La part de l'industrie dans le PIB en France est tombée à 16%, elle est 30% en Allemagne. Donc oui. Mais je reviens sur le logement. Donc je reste sur le logement. Donc première raison, déjà, ce déséquilibre économique sur le territoire qui est structurel et qui crée, évidemment, je vous dis, il y a des endroits où il y a des logements qui sont disponibles. Donc il y a un gâchis d'investissement de ce point de vue-là. On construit des logements qui ne sont pas occupés. Faire de tous les Français des propriétaires. Mais c'est un très bon programme, mais encore, et d'ailleurs, je veux dire, ça monte, je veux dire, cette politique est un succès, mais elle prend du temps. Oui, mais c'est contradictoire avec l'idée de la mobilité de la main-d'œuvre. Ça dépend, ce sont les frottements à la vente qui sont un obstacle, c'est-à-dire que s'il y avait moins de droits de mutation, peut-être, et puis fiscalement, on n'est pas du tout organisé pour la mobilité du logement dans ce pays, pas du tout. Je veux dire, si vous êtes propriétaire de votre logement en région parisienne, que votre emploi vous envoie à Marseille, que vous mettez votre logement en location en région parisienne et que vous louez un logement à Marseille où vous êtes provisoirement, eh bien vous paierez des impôts sur le loyer que vous percevez à Paris, qui est un supplément de revenu pour vous, sans que vous puissiez déduire le loyer que vous payez à Marseille, qui est une nécessité pour l'emploi que vous occupez. Monsieur qui s'appelle Barouin. Voilà. Bon, non mais voilà, c'est le pays dans lequel nous vivons, le système, il y a des structures lourdes, il faut changer tout ça, mais ça prend du temps. Donc deuxième deuxième inconvénient de notre pays, le logement est un truc très technocratique et le fonctionnement du marché est beaucoup entravé par une réglementation extrêmement complexe, extrêmement tatillonne, qui évidemment, et avec en plus des changements politiques très réguliers qui font que... Sans parler des associations et des recours. Et sans compter le fait que pour un propriétaire de logement, c'est quand même le parcours du combattant d'avoir un locataire. Parce que même un squatteur ne peut pas être expulsé dans des délais rapides. Ça prend 2 ans pour expulser un squatteur, quelqu'un qui s'installe de force dans le logement dont vous êtes propriétaire. Vous ne pouvez même pas le faire expulser dans des délais convenables. Ça, pour dissuader l'investissement locatif, il n'y a pas beaucoup mieux. Pour continuer sur le logement, est-ce que vous pensez que le foncier, vous êtes maire, donc... J'ai été. Oui, vous êtes maire adjoint. Le foncier n'est pas un des problèmes. Comment réussir à faire baisser, à trouver
des réserves foncières dans les villes, je pense à Paris et dans les grandes villes, et comment faire baisser le coût du foncier pour faire baisser le coût du logement et donc le coût des locations, etc. Je pense que d'abord, il y a plein de réserves foncières parce que ça se fabrique. RFF, par exemple. Notamment, mais la RATP, je veux dire que l'État, avec y compris ses établissements publics et ses sociétés, a de très grandes réserves foncières inemployées. La RATP est certainement, vraiment, en ce qui concerne la politique de la ville, la RATP se fout du quart comme du tiers de la gestion des villes. Pourquoi l'État Je vous donne un exemple. Par exemple, à Bourg-la-Reine, en plein centre de Bourg-la-Reine, il y a une place qui devrait être aménagée, qui est devant la gare. Eh bien là, il y a une très grande emprise. Elle est réservée simplement au stationnement des véhicules du personnel. Bon, juste à côté, il y a un parking souterrain qui est à moitié vide. Mais ça fait rien, il est souterrain, c'est quand même un peu plus compliqué que de rester en surface et donc au cœur de la ville. Voilà, c'est comme ça que le foncier est souvent géré par les établissements publics. Donc il y a des réserves. Je prends le cas de Bourg-la-Reine parce que c'est mon canton, mais je peux vous donner 50 exemples comme ça sur le territoire. Mais donc des hommes donc, politiques avec un peu d'autorité. La question des réserves foncières, elle ne se pose pas. Eh ben, si, il suffit de vouloir. Elle se pose faussement. Mais je veux dire que souvent, les technocrates du ministère du Logement imaginent de pouvoir contraindre davantage les propriétaires privés, mais eux-mêmes, l'État ne se donne pas la peine. Et quant à son foncier, quand l'État le vend, il le vend à des prix astronomiques. Donc il ne faut pas demander, je peux vous donner un exemple, le Conseil général des Hauts-de-Seine essaye d'acheter la caserne Sully dans le parc de Saint-Cloud pour y construire des logements et les nouvelles archives du département. L'État nous avait proposé un prix de 18 millions. Maintenant, il nous en demande 22. Il nous fait grimper au rideau. Ah oui, c'est pour résorber la dette. Oui, c'est pour résorber la dette, mais donc ça fait monter le prix du foncier. Eh oui. Donc ça fait monter le prix du foncier. Alors, donc il ne faut pas donner de leçons quand on n'est pas capable de donner l'exemple. La Cour des comptes, qui a fait un bilan du plan de relance, vous a cherché une mauvaise querelle, je crois. Oui. Elle a fait l'éloge du plan de relance. Oui, mais elle a estimé que... Il y a eu un petit paragraphe qui a été largement exploité. Que vous aviez, on avait consacré plus que je n'avais reçu. Voilà, 0,5%, ça a représenté 0,5% du PIB d'injection dans l'économie, et ça a coûté 1,5% du PIB aux finances publiques. Oui, mais la Cour des comptes, qui est honnête, a elle-même bien exprimé la nuance de cette affirmation. C'est-à-dire que c'était un point d'étape, et la période sur laquelle elle a compté la dépense, ce sont les 2 années du plan de relance, et la période sur laquelle elle a compté les résultats du plan de relance, c'est une seule année, l'année 2009. Donc elle a compté la dépense sur 2 ans et la recette sur un an. Donc évidemment, ça ne colle pas. Mais elle le dit elle-même, elle explique que c'est un point d'étape et qu'à ce moment-là, voilà ce que ça donne. Alors, maintenant et après. Et après pour le plan de relance, et ensuite et après pour vous. Moi, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet trou, en quelque sorte? Le plan de relance se termine. Est-ce qu'on ne va pas avoir... Bon, il a eu ses résultats, le crédit de trésorerie, Non, mais le pays ne peut pas être en permanence sous perfusion, quand même. Et le plan de relance, c'est une perfusion à un malade anémié. Il est revenu. Enfin, je vous rappelle, on était dans une récession historique. C'est-à-dire, l'Allemagne fait moins 4,9 de récession en 2009. Donc, je veux dire, le monde entier est en proie à une crise historique. Donc, évidemment, on est loin d'être fini dans les pays occidentaux. Oui, on peut y revenir. Mais je ne dis pas du tout le contraire. Mais je pense que quand il y a le feu à la maison, on ne regarde pas la facture d'eau. On éteint l'incendie. Donc, c'est ce que nous avons fait pendant la crise. Bon, maintenant, nous sommes... Je ne dis pas sortis de la crise, mais nous sommes dans une situation qui n'a plus rien à voir avec celle de la crise. C'est-à-dire que nous sommes dans une croissance molle, une petite croissance à 1,5. Nous étions... si ça pouvait non mais être vrai. C'est un autre problème. On peut ensuite voir les menaces qui y sont réelles. Mais donc, moins 2,5
en 2009, alors qu'au général on tourne entre -4 et -5 pour tous les pays occidentaux, l'Allemagne -4,9, l'Angleterre -4,6, et en 2010 on est sorti de la récession, avec une petite croissance, pas un exploit, mais avec une petite croissance. Et donc, il n'y a plus lieu, alors que c'est financé par de l'endettement, il n'y a plus lieu de financer ça. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'en 2009, il n'y avait plus d'investissement privé. Il était négatif. Donc, vous ne pouvez pas relancer et vous ne pouvez pas avoir de croissance si vous n'avez pas d'investissement. En 2010, l'investissement privé a redémarré. Un peu. Un petit peu. Vrai, un petit peu, parce que la croissance est faible, mais il a redémarré. Donc on n'est plus du tout dans la même situation, il n'y a plus lieu de faire venir les pompiers et on peut regarder la facture d'eau. Bon. Et alors, le pompier en chef, c'est-à-dire vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? On verra bien, mais ce n'est pas mon souci. D'abord parce que j'ai eu le sentiment d'être utile et je termine ma mission. C'était un CDD, donc il n'y a pas de surprise. Je savais très bien j'avais des crédits pour 2 ans. La durée du ministère, c'était pour 2 ans. Et je trouve formidable, pour une fois, dans notre pays, qu'on ait eu une administration de mission et que quand la mission est terminée, l'administration est supprimée. Parce que d'habitude, on garde tout ça les uns et on empile. Là, je veux être l'acteur de cette disparition et de cette gestion beaucoup plus moderne et réactive qu'elle ne l'était par le passé. Et quant à mon destin personnel, moi j'ai 1000 autres choses à faire dans la vie. D'abord, je suis président du Conseil général des Hauts-de-Seine et il y a beaucoup à faire. C'est le territoire le plus prospère de notre pays, donc c'est une belle responsabilité et ça suffit à mon bonheur. Il y a l'UMP aussi, non ? L'UMP, je m'en occupe un peu, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui s'en occupent. Bien. Patrick Devedjian, merci. Je vous en prie.